Sais-tu comment deux mouvements créent une trajectoire? Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept qui a l'air super simple à première vue, le mouvement. On va voir comment des déplacements qui nous semblent tout à fait normaux peuvent en fait s'additionner pour créer des phénomènes, des phénomènes complètement dingues et inattendus. Allez, on plonge directement dedans. On commence avec une petite question, toute simple. Là maintenant, est-ce qu'on est immobile? On a l'impression que oui, n'est-ce pas? On est assis sur une chaise, tranquille, devant un écran, et pourtant, la physique, elle, n'est pas tout à fait d'accord. Et non, la réponse est non. Même assis bien tranquillement, on est en fait en train de foncer à des milliers de kilomètres par heure, simplement emporté par la rotation de la Terre. Et ça nous amène au cœur du sujet. Tout est relatif. Un mouvement, ça n'existe pas dans l'absolu. On ne peut le décrire que par rapport à autre chose. Bon, pour essayer d'y voir un peu plus clair dans cet univers où tout bouge tout le temps, il faut qu'on se mette d'accord sur un truc essentiel, la base de tout, le point de vue. C'est vraiment la première brique, l'étape numéro 1, pour pouvoir décrire un mouvement de façon qui ait du sens. Alors ce fameux point de vue, en physique, ça a un nom. On appelle ça un référentiel. C'est quoi? C'est tout simple en fait. C'est un groupe d'objets qui sont fixes les uns par rapport aux autres. Imaginez l'intérieur d'une voiture par exemple. Le volant, les sièges, le tableau de bord, tout ça, ça ne bouge pas entre eux. Ça, c'est le référentiel voiture. Et puis dehors, il y a la route, les arbres, les maisons. Ça, c'est un autre référentiel. Ok, donc on a notre référentiel. Maintenant, pour pouvoir mesurer des trucs précisément à l'intérieur, il nous faut un outil. Et cet outil, c'est le repère. En gros, c'est juste un système de coordonnées, vous savez, les fameux axes X, Y et Z, qui vont nous permettre de dire exactement où se trouve un objet et de chiffrer son mouvement. Alors attention, c'est important de bien faire la différence entre les deux. Le référentiel, on peut dire que c'est un peu comme le monde qu'on observe, le décor si on veut, comme notre voiture. Le repère, c'est plutôt la carte qu'on va superposer sur ce monde pour pouvoir se repérer dedans. On peut imaginer plusieurs cartes différentes pour le même monde, bien sûr, mais une carte donnée, elle ne correspond qu'à un seul et unique monde. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, nos fameux points de vue, on va pouvoir passer aux choses vraiment intéressantes. On va voir comment on peut, tout simplement, additionner des mouvements, même quand ils se passent dans des référentiels complètement différents. Et vous allez voir, le principe de base est en fait super simple. Le mouvement qu'on observe au final, ce qu'on appelle le mouvement absolu, c'est juste l'addition de deux trucs. D'un côté, le mouvement de l'objet lui-même dans son propre décor mobile, et de l'autre, le mouvement de ce décor mobile. Pour visualiser ça, l'exemple classique, c'est le bateau sur une rivière. Alors le premier mouvement, le mouvement d'entraînement, c'est la rivière elle-même. C'est le courant qui emporte tout avec lui. Ensuite, le mouvement relatif, c'est l'effort que fait le bateau, sa vitesse par rapport à l'eau. Et le mouvement absolu, c'est ce qu'une personne verrait depuis la rive, la trajectoire finale, qui est la somme du mouvement du bateau et du courant. C'est juste une addition, ni plus ni moins. Jusqu'ici, tout va bien, ça semble assez logique, non? Mais c'est là que les choses se corsent. C'est là que l'univers de la physique devient vraiment, vraiment étrange. C'est quand on arrête de parler de gentille vitesse constante et qu'on introduit un nouveau personnage dans l'histoire, l'accélération. Du coup, la question qui tue, c'est mais qu'est-ce qui se passe si notre point de vue, notre référentiel n'est plus stable, s'il ne se contente plus d'avancer tranquillement en ligne droite, s'il se met à accélérer, à freiner, ou pire encore, s'il se met à tourner sur lui-même, comme un manège un peu fou. Et là, quand notre référentiel se met à accélérer, il se passe un truc complètement dingue. On a l'impression que des forces sortent de nulle part. Vraiment. Les physiciens les appellent des forces d'inertie, mais j'aime bien leur autre nom, beaucoup plus parlant, les forces fantômes. La plus connue de ces forces fantômes, c'est la force de Coriolis. Alors attention, ce n'est pas une force au sens où on l'entend d'habitude. Il n'y a personne qui pousse, personne qui tire. C'est juste un effet d'optique, si on veut. C'est une illusion qui est causée par le simple fait que notre point d'observation est en train de tourner. Et depuis notre perspective, un objet qui va tout droit a l'air, lui, de dévier, de prendre une courbe. Et pourtant, cette force fantôme, elle a des conséquences bien réelles, et même spectaculaires. C'est elle, par exemple, qui fait que les cyclones et les ouragans tournent dans un sens ou dans l'autre. C'est à cause d'elle que les tirs d'artillerie à très longue portée doivent être corrigés, sinon ils ratent leur cible. Et encore plus fou, c'est elle qui, sur des milliers d'années, va user une berge d'un fleuve plus que l'autre. L'autre force fantôme, on la connaît encore mieux, on l'expérimente tous les jours. C'est la force d'inertie d'entraînement. C'est tout simplement cette sensation d'être écrasé contre son siège quand la voiture accélère d'un coup. Et là encore, il n'y a rien qui nous pousse. C'est juste notre corps qui, par inertie, a envie de rester là où il est, pendant que la voiture, elle, s'élance vers l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? La grande leçon, c'est que la façon dont on décrit le mouvement, et même les forces, ça dépend complètement, mais alors complètement, du point de vue qu'on choisit. Et ça nous oblige à voir le monde d'une manière beaucoup plus subtile.
Et voilà l'équation qui met tout ça en musique. Elle peut faire un peu peur comme ça, mais ce qu'elle raconte est fascinant. Elle nous dit que pour que la bonne vieille loi de Newton, le fameux F égale ma, continue de marcher dans un référentiel qui n'est pas stable, on est obligé de tricher un peu. On doit rajouter aux vraies forces, les forces F, nos deux forces fantômes, la force de Coriolis et la force d'entraînement. Donc le point absolument crucial, il est là. Pour que les lois de la physique aient l'air de fonctionner depuis notre point de vue en mouvement, on est obligé d'inventer des forces qui en réalité n'existent pas. Elles n'existent que pour nous. Autrement dit, notre description du monde est littéralement sculptée par notre propre mouvement. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question vertigineuse. Si même les forces, ces trucs qu'on ressent si concrètement dans notre corps, dépendent de notre propre mouvement, alors comment on fait la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est qu'une question de perspective ? La physique, elle, nous donne les outils pour calculer tout ça. Mais pour la réponse, la question reste ouverte. Abonne-toi et merci de suivre.